pas seulement des soutiens populaires, mais aussi des personnes qui comptent, de ses conseillers diplomatiques, de ses généraux, de ses militaires, lui a certainement expliqué que la guerre contre l'Iran serait extrêmement coûteuse et qu'elle serait extrêmement compliquée. Ceci étant, les Américains sont prêts à faire ce type de guerre. Bonjour Charles. Bonjour Joséphine et bonjour à tous nos auditeurs. Avant de commencer cette émission, vous avez une annonce à faire ? Oui, demain, on organise une émission en direct à 18h, donc je vous invite à vous connecter, demain. Demain, on va parler des futurs projets d'Omerta, notamment des futurs projets de documentaires, avec des sujets qui, à mon avis, vont vous intéresser. Et puis, on va parler aussi, évidemment, de l'actualité en Ukraine, de l'actualité aux États-Unis. Donc n'hésitez pas à nous poser dès maintenant toutes vos questions en commentaire de cette vidéo. N'hésitez pas aussi à réfléchir et c'est pareil, à participer sur des sujets que vous souhaiteriez voir traités dans nos documentaires, dans nos magazines. On est en ce moment, et vous le verrez demain, en train de franchir un cap et donc nous souhaitons le franchir avec vous. Donc connectez-vous demain à 18h sur cette chaîne YouTube. Commentez dès maintenant, envoyez-nous vos questions. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Nous sommes bientôt à 550 000 abonnés. Pour franchir ce cap, nous avons besoin de tous ceux qui me regardent en ce moment et qui n'ont pas encore activé la cloche de cette chaîne. Alors ce mardi 24 février, Donald Trump a prononcé son discours devant le Congrès. Et aujourd'hui, nous allons donc revenir dessus. Et tout d'abord, il a vanté le redressement historique de l'Amérique. Le bilan est-il si positif qu'il le dit ? Une véritable équipe. Ce qui est très rare en politique, puisqu'en politique, les gens passent leur temps, surtout dans leur propre camp, à se tirer dans les pattes, ont peur de la concurrence. Là, pas du tout. Donc J.D. Vance est mis en avant par Donald Trump. La première dame, Melania Trump, est aussi mise en avant. Il met en avant aussi Charlie Kirk, les principaux, acteurs du mouvement républicain. Bon, Charlie Kirk est décédé, mais justement, ça montre aussi que Donald Trump, qui assume l'héritage des gens qui l'ont soutenu, a une pensée pour cet influenceur assassiné par un être wokiste. Et donc, au bout d'un an de mandat, on sent toute la force, toute l'impulsion de cette administration, de cette mouvance conservatrice aux États-Unis. Alors le bilan, là on est à 1 an de mandature, donc le vrai bilan, on l'aura à l'issue des 4 années de mandat, mais on voit que ça ne plaise pas aux démocrates, que ça plaise ou que ça ne déplaise, que l'action de Donald Trump est sans équivalent avec ses prédécesseurs, à la présidence américaine. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il a engagé avec force une réforme sur quasiment tous les secteurs de la vie politique, de la vie économique, de la vie sociale, de la vie diplomatique des États-Unis. Sur le sujet de l'immigration, il a totalement coupé les vannes de l'immigration, en particulier en provenance d'Amérique du Sud, totalement. Ça, c'est le résultat d'une volonté politique, d'un choix politique, d'un engagement de campagne. Il y a aussi toutes les mesures économiques qui ont conduit, que ça plaise ou que ça déplaise, effectivement, à une baisse de l'inflation et au retour de la croissance aux États-Unis. Il a aussi vanté son action diplomatique, l'action au Venezuela, l'action dans un certain nombre de pays et de régions dans le monde. Et donc tout ça fait que ce discours de Donald Trump, il permet un peu de faire le bilan de tout ce qui a été fait. Évidemment, on sait que tout ce qui a été fait a été l'objet de critiques très intenses, notamment du Parti démocrate, qui idéologiquement aujourd'hui est radicalement opposé, et plus opposé que jamais au Parti conservateur. Il y a eu des parties de l'histoire politique américaine où quasiment
les républicains et les démocrates, je dirais, il y avait plus de fracture idéologique très claire. Là, aujourd'hui, avec Trump, depuis 2016, mais surtout depuis son retour en 2024, il y a aujourd'hui une fracture idéologique et Donald Trump est là pour en découdre, est là pour réformer son pays. Donc, on voit d'ailleurs le visage des démocrates durant ce discours qui est défait parce que, un, il n'y a plus d'opposition démocrate, il n'y a plus de leader démocrate face à Donald Trump. Et deuxièmement, je dirais, à part crier au racisme ou à envoyer quelques noms d'oiseaux, les démocrates n'ont aucun argument pour contrer la rhétorique de Donald Trump et le bilan de Donald Trump. Ça, aujourd'hui, c'est la réalité. Alors, ça ne veut pas dire que Donald Trump a tout réussi. On voit que sur les droits de douane, la mesure a été retoquée par la Cour suprême, mais ça ne veut pas dire que Donald Trump renonce. D'ailleurs, il repart à la charge avec une hausse de 10%, une hausse mondiale de 10% des prix des tarifs douaniers. Et ce qui est présenté par les démocrates et par beaucoup de médias en France comme un revers majeur, en fait, n'est finalement pas grand-chose. Il est normal, d'ailleurs on le voit en France avec le Conseil constitutionnel qui retoque quasiment toutes les réformes de l'immigration dès qu'on essaie un peu de serrer la vis. Se faire retoquer sur les droits de douane, ce n'est finalement pas grand-chose et ça n'empêche pas Donald Trump de procéder à une hausse des tarifs douaniers. Ça n'empêche pas et ça n'handicape pas Donald Trump dans l'immense mouvement de réforme qu'il a entrepris sur tous les secteurs de la vie politique, de la vie économique, et cette réforme générale de fond en comble de l'Amérique. Par ailleurs, lors de ce discours, Donald Trump a également demandé aux Américains d'accepter sa loi Save America Act afin d'empêcher les étrangers en situation irrégulière de voter lors de ces élections. Quelles conséquences cela pourrait-il avoir ? Oui, alors c'est tout à fait normal dans un pays je dirais, qui défend ses intérêts, ce qui est, peu importe ce qu'on pense du personnage, ce qui est ancré au plus profond de Donald Trump depuis qu'il est entré en politique. Il est tout à fait normal, d'arrêter l'immigration pauvre en provenance d'Amérique du Sud. Je rappelle que Donald Trump l'a dit d'ailleurs, si c'est pour accueillir des ingénieurs ou des hauts potentiels d'où qu'ils viennent dans le monde, il n'y a absolument aucun problème. Donald Trump l'a dit, à partir du moment où ils aiment l'Amérique, Donald Trump n'a jamais dit qu'il ferait une immigration avec un zéro absolu. Il a dit que les populations pauvres, notamment, et pas que d'ailleurs, puisqu'il a parlé de beaucoup de nationalités, notamment des Afghans, etc., mais l'immigration pauvre en provenance d'Amérique du Sud, il n'en veut plus. Il n'en veut plus parce que l'Amérique, durant les mandats démocrates, en a déjà absorbé des centaines de milliers. Des gens qui aujourd'hui, pour certains, travaillent, pour d'autres ne travaillent pas, et pour d'autres encore sont devenus les relais de gangs mafieux, de gangs de narcotrafiquants, et que l'Amérique ne peut plus en fait se permettre, de poursuivre cette immigration incontrôlée. Elle n'en a plus les moyens. Donc les démocrates ont organisé cette immigration, notamment parce que cette immigration, pensait-il, allait voter démocrate. Il est évident que toute la stratégie du Parti démocrate, c'est de s'appuyer sur les milieux bourgeois des grandes villes, comme New York, mais aussi de s'appuyer sur des populations pauvres, un peu comme en France, avec la gauche, de s'appuyer sur des populations pauvres, en leur expliquant que de toute façon, les démocrates leur permettent de venir, et deux, s'ils ne votent pas pour le Parti démocrate, le Parti républicain, en fait, étant un parti entre guillemets de racistes, etc., bien, s'en prendra à leurs intérêts. Donc, cette stratégie a en partie échoué lors des dernières élections présidentielles américaines, parce que en poussant le wokisme dans ces populations venues du Sud, le Parti démocrate n'a pas compris que, idéologiquement, elle les poussait à adhérer aux idées du Parti républicain qui sont conservatrices. C'est la raison pour laquelle Donald Trump a bénéficié pour son élection d'un grand report de voix, d'une participation active de l'électorat afro-américain, de l'électorat
sud-américains, en partie intégrés. Évidemment, les immigrés clandestins ne pouvaient pas voter, mais il y a une grande partie des gens venant du Mexique, arrivés depuis 1, 2, 3 générations, qui ont voté pour Donald Trump. C'est notamment d'ailleurs le cas, il les a très bien représentés avec Marco Rubio, dont les parents sont d'origine extra-américaine. Je crois que il me semble que c'est le Mexique, il faudrait vérifier, et il en a fait son ministre des Affaires étrangères. Ce qui veut donc dire que le Parti démocrate, bien qu'en ouvrant les vannes de l'immigration clandestine, a perdu en partie le soutien de ces populations d'origine immigrée. Et le fait que Donald Trump s'oppose au vote de ces immigrés aux élections, je dirais, il applique en réalité une mesure de bon sens. Quand on n'est pas citoyen d'un pays, quand on n'en a pas la nationalité, quand on n'en a pas le passeport, il n'est pas très logique, cohérent et normal qu'on puisse s'ingérer dans les affaires intérieures d'un pays, notamment via les élections municipales. Je rappelle aussi qu'aux États-Unis, il y a un combat politique pour le contrôle des grandes villes et que l'électorat, les démocrates misent pas sur les populations rurales et sur les populations des campagnes qu'ils ne connaissent pas, ils misent en grande partie sur les grandes villes américaines. Et pour conserver ou pour gagner ces grandes villes électoralement, eh bien, ils ont besoin, pense-t-il, de cet électorat immigré non américain. Voilà. Donc, Donald Trump essaie de couper les vannes électorales aux démocrates en empêchant ces non-américains de voter, ce qui est le cas dans la très grande majorité des pays dans le monde. Quand on est français et qu'on va habiter en Inde ou ailleurs, souvent, dans la plupart des cas, on n'a pas le droit de voter aux élections municipales. C'est tout à fait normal. Le président américain a aussi évoqué la question iranienne, toujours lors de son discours, brandissant la menace d'une attaque de Téhéran sur le sol américain. Semble-t-il préparer l'opinion à une opération militaire en Iran ? Oui, alors sur l'Iran, en fait, il y a aujourd'hui des négociations dont on ne sait pas grand-chose entre Américains et Iraniens. Ces discussions, elles avaient déjà lieu il y a 1 an, avant que Donald Trump ne décide de mettre un coup d'arrêt au programme nucléaire militaire iranien en lançant une campagne de bombardement. Là, aujourd'hui, il y a deux porte-avions avec leurs armadas respectifs qui sont prépositionnés pour d'éventuelles frappes en Iran, mais on voit que de l'autre côté, les Iraniens qui ont compris que malgré quelques éléments de langage de part et d'autre pour montrer sa détermination et la possibilité d'entrer dans un conflit armé, on voit que des deux côtés, il y a une forme de négociation raisonnable qui s'est installée. Et les Iraniens ont compris que certainement, il valait mieux trouver un bon accord avec Donald Trump pour je dirais, peut-être affaiblir un peu ce lien Israël-Amérique, puisqu'on voit que le Premier ministre Benjamin Netanyahou est prêt à des frappes de grande ampleur, quasiment à une guerre au sol en Iran pour renverser le régime des mollahs. Les Iraniens sont des pragmatiques. Et là, contrairement à il y a 1 an, au moment des bombardements américains en Iran, ils ont compris que Donald Trump était plus enclin à la discussion, à la négociation qu'il y a 1 an. Et pourquoi ? Parce qu'une partie de la base MAGA, des soutiens de Donald Trump, pas seulement des soutiens populaires, mais aussi des personnes qui comptent, de ses conseillers diplomatiques, de ses généraux, de ses militaires, lui a certainement expliqué que la guerre contre l'Iran serait extrêmement coûteuse et qu'elle serait extrêmement compliquée. Ceci étant, les Américains sont prêts à faire ce type de guerre, mais s'ils ont la possibilité de négocier, de trouver un bon accord, je pense que Donald Trump considère aujourd'hui que c'est préférable à, une guerre qui finalement n'apporterait pas grand-chose, mais qui lui créerait
y compris et à quelques mois des midterms, ce qui lui créerait certainement une forme de déstabilisation interne, puisque, je le redis, une partie de ses soutiens et de son électorat est contre la guerre à l'Iran, comme elle est contre le soutien à l'Ukraine. Et ça, Donald Trump doit en tenir compte. Donc, l'attitude des Iraniens est plutôt constructive, elle est plutôt au dialogue et à trouver des points d'entente. Je pense que c'est ce qu'il fallait à Donald Trump pour pouvoir réfléchir et peut-être trouver un deal. Ce discours devant le Congrès a été prononcé exactement à la date anniversaire du début de la guerre en Ukraine en 2022, il y a 4 ans. Qu'en avez-vous pensé ? Alors d'abord, je pense qu'il n'y a pas de corrélation entre le début de la guerre en Ukraine et la date qui a été choisie pour faire ce discours. L'Ukraine occupe une toute petite part, vraiment une part infime de son discours. Ça montre deux choses. Ça montre qu'il a pris un peu de recul parce qu'évidemment, il a d'autres dossiers à gérer que l'Ukraine. Ça montre aussi que malgré l'enthousiasme des débuts, il s'est heurté, je dirais, à une entreprise quasiment de sabotage de ce qu'il voulait faire de la part des Européens et de Volodymyr Zelensky. Du côté russe, on l'a vu avec l'accord préparé par son équipe et par les équipes de Vladimir Poutine. Il y avait une compréhension mutuelle américano-russe de ce que pouvait être un accord, une proposition d'accord proposée aux Ukrainiens. C'est ce fameux accord en 40 points qui a été envoyé à Kiev au mois de septembre dernier. Et Donald Trump a compris qu'il n'y avait aucun progrès possible avec l'Ukraine, tout simplement parce que les Européens ne veulent pas lâcher cette guerre et ne veulent pas lâcher Volodymyr Zelensky. Donc l'attitude de Donald Trump jusqu'à présent, ça a été d'un peu de prendre du recul, sans arrêter le soutien à l'Ukraine, soutien qui est différent du soutien apporté par Joe Biden. L'Amérique ne finance plus directement l'Ukraine et l'Amérique vend au prix fort ses équipements qui sont achetés par l'OTAN ou par les pays européens. Il a vraisemblablement aussi diminué le renseignement satellitaire fourni aux Ukrainiens. Ça aussi, on en a eu la confirmation par Volodymyr Zelensky et Emmanuel Macron. Aujourd'hui, la France a largement repris la fourniture de renseignements satellitaires et compense la baisse de ce renseignement américain par le renseignement fourni par l'administration française. Pour le reste, Donald Trump, effectivement, s'est un peu désintéressé de ce sujet. Ça ne veut pas dire qu'il n'y reviendra pas, ça veut dire qu'il a compris et que les Russes lui ont certainement expliqué que le fruit n'était pas encore mûr. Et c'est ce qu'on dit sur Omerta depuis des mois, c'est qu'il n'y a pas de réelle volonté ni des Ukrainiens ni des Russes pour arriver à un accord. Les Russes ont formulé des concessions, mais les Ukrainiens restent, notamment sur cette question territoriale du Donbass, absolument intransigeants, ce qui veut dire que les discussions qui sont en cours sous le patronage des Américains, sous le patronage de Steve Witkoff, de Jared Kushner, les envoyés spéciaux de Donald Trump pour les questions diplomatiques, se poursuivent, mais que, je dirais, c'est une forme de maquillage. Il ne se passe pas grand-chose. Et je le dis une nouvelle fois, le dossier ukrainien se réglera en grande partie sur le champ de bataille, mais pas maintenant, dans 6 mois, 1 an, voire 2 ans. Avant de terminer, Charles, les élections de mi-mandat de novembre 2026 sont pour le moment défavorables à Donald Trump. Est-ce que cela peut-il encore changer ? Oui, bien sûr. De toute façon, l'intelligence de Donald Trump, c'est de tracer sa route. Il tient, évidemment, il tient compte des sondages et il est dans une stratégie électorale, mais Donald Trump est quelqu'un qui a compris que se dédire
se parjurer, revenir en arrière et avoir la main qui tremble n'est pas, je dirais, quelque chose qui permet de gagner les élections de toute façon. Il sait qu'il y a un risque, mais il ne peut regarder que devant. Regarder dans le rétroviseur, c'est déjà se mettre à porter des coups portés par ses adversaires politiques. Donc il trace son sillon, il trace sa route. Il sait que globalement, les chiffres lui sont favorables. Bien que décrié, il sait que la hausse des tarifs douaniers a apporté des dizaines de milliards de dollars de revenus supplémentaires aux États-Unis. Il sait que d'avoir coupé l'immigration illégale, de s'en prendre, de mener une guerre militaire avec les moyens des agences de renseignement, les moyens de l'armée américaine contre les narcotrafiquants, contre les réseaux qui exportent le fentanyl, cette drogue de synthèse aux États-Unis, cette drogue de synthèse qui fait des ravages dans la jeunesse américaine, d'où qu'elle soit d'ailleurs, qu'elle soit issue des Américains blancs, des Afro-Américains, etc. C'est cette guerre, les résultats de cette guerre sont quelque chose d'extrêmement positif, je dirais électoralement parlant. Il sait donc que tout ce qu'il a engagé, il doit le pousser encore plus et qu'à l'issue, si les bons résultats au bout d'un an sont confirmés l'année prochaine, eh bien vraisemblablement, les sondages remonteront et d'ailleurs tous les sondages ne lui sont pas négatifs et que vraisemblablement il pourra remporter ses midterms. Il ne peut pas rester au milieu du ruisseau. Il est obligé de franchir le ruisseau pour pouvoir mettre toutes les chances de son côté. Je rappelle aussi que sur le Venezuela, puisque son intervention au Venezuela a été largement décriée, on voit qu'aujourd'hui, en récupérant Delcy Rodriguez, qui est l'ancienne vice-présidente, l'ancienne adjointe de Nicolás Maduro, il a mis ce pays sans un mort américain, il a remis ce pays dans l'orbite américaine et que je crois, il a annoncé ces 80 millions de barils de brut vénézuéliens fournis, je dirais, coexploités, coproduits par les entreprises pétrolières américaines au Venezuela. Tout ça en fait un bilan, cette opération vénézuélienne en fait un bilan extrêmement positif pour lui, d'autant plus positif qu'en s'appuyant sur, en évitant que le sang coule et en s'appuyant sur l'intelligentsia chaviste opposée en fait à Maduro, qui a provoqué la chute, qui a trahi, on peut le dire, Nicolás Maduro, il s'appuie sur des gens qui ne sont pas dans l'agenda et dans la hiérarchie mondialiste. Je me souviens, il y avait des candidats de l'opposition en exil, comme à chaque fois, comme le fils du chat en Iran, en exil depuis 10, 20, 30 ou 40 ans. Ces opposants faisant partie des réseaux mondialistes qui tentent de rentrer avec Donald Trump se voient opposer un refus net. Donc Donald Trump préfère un chaviste avec qui il peut s'entendre et avec qui finalement il partage même un certain nombre de convictions plutôt qu'un mondialiste, qui de toute façon, je dirais, va à un moment ou à un autre poser problème. Donc sur ces dossiers-là, tout ça électoralement est profitable à Donald Trump et globalement, malgré sa personnalité qu'on peut aimer ou ne pas aimer, globalement il faut reconnaître que l'Amérique de Donald Trump, au bout d'un an, je dirais, donne plus de relief et donne plus de force, donne plus de résultats que l'Amérique de Joe Biden en 4 ans de mandat. Il faut bien reconnaître ça à Donald Trump. Après, on peut être opposé idéologiquement à Donald Trump, mais le volontarisme de Donald Trump, le volontarisme de ses équipes, le niveau de préparation et de professionnalisme des équipes du président américain font que le bilan, malgré des difficultés, est globalement positif pour les Américains. Merci Charles pour vos réponses. Merci Joséphine et merci à tous.